Salut! Tu m'entends? Ouais, je t'entends. Top. Alors attends, je baisse un peu le truc parce que ça crie dans mes oreilles, je mis trop fort. Yes, parfait. Parfait. Bon, tu veux qu'on attende un peu qu'il y ait du monde qui se connecte, j'imagine? Bah oui, oui, pourquoi pas, carrément. Ouais, on peut attendre une minute ou deux, quoi. Maxi. Ça va? Ouais, ça va bien et toi? Hmm. Fin de week-end, parce qu'il est 18 heures. Il fait déjà nuit Ouais. noire Ah oui? dehors. Bah ouais, on rentre en période hivernale, là. Ah oui, c'est vrai. Donc voilà, c'est pour ça. C'est pour ça. Alors, T'as regardé un petit peu le Torian Pro? écoute, j'étais un peu dégoûté parce que normalement je devais le. Enfin, il m'avait demandé pour le juger, parce que j'avais Ok. jugé les DUC. Et j'avais décliné parce que je savais pas avec la boxe si j'allais avoir le temps, etc. Bon, bah, j'aurais pu avoir le temps finalement, mais c'était trop tard. Donc, ouais, j'ai regardé un peu. Écoute, le niveau australien, il est vraiment cool, mais il manquait quand même du monde, quoi. Il est cool le Ouais. niveau, mais ouais, quand il n'y a pas les filles, c'est autre chose, quoi. Les mecs sont forts, hein. Oui. Il y a des mecs qui sont quand même très forts, hein, mais tu vois en fait sur le niveau global australien que ça stagne un peu chez les mecs parce que tu as des gars qui s'entraînent là il y a je sais pas, 7-8 ans, qui s'entraînent un petit peu, qui font d'autres choses à côté, pas autant qu'avant, et qui sont toujours dans les top positions. Donc, euh, D'accord. donc bon, écoute. Mais c'était cool de regarder. Je regardais un peu. Donc voilà, ben, on peut démarrer. On peut démarrer quand tu veux. Ok. Alors, bah écoute, simplement déjà, pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement? J'entends pas, Tu m'entends? c'est bon, tu m'entends bien là? Ouais. Oui, ça y est, c'est bon, j'entends super bien. Je disais pour ceux qui te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter brièvement, Ouais, bien si sûr. c'est Donc, possible? je m'appelle Damien Stimans. J'habite là en Australie. Je suis pas originaire d'Australie, bien sûr. Je suis né en Belgique, j'étais en France, puis à La Réunion. Et là, en ce moment, je suis en Australie. Je suis coach sportif depuis, bah, ça va faire 20 ans là. Ouais, ça fait 20 ans, un peu plus de 10 ans spécialisé dans le CrossFit. Et c'est ma 5e année où j'ai commencé à toucher à la nutrition. D'accord. Donc voilà. Et là, maintenant, je fais quasiment plus que ça. Que du suivi nutrition. C'est devenu mon activité quasiment à plein temps D'accord. allez, j'ai commencé officiellement à vraiment commencer à professionnaliser le truc, etc. il y a un peu plus d'un an. C'était en mai l'année dernière. Et du coup, comme ça marche très bien, j'ai décidé de faire que ça depuis un peu plus d'un mois maintenant. Je fais 100% de mon temps est D'accord. dédié à ça. Ouais, Cool. ouais, ouais, génial. Bon, bah, la team Carbs va continuer de s'agrandir. Ben, j'espère bien. Eh oui, j'espère. Ouais, ouais, c'est quelque chose qui a commencé. Bah, c'était la team Glu Glu là, au tout début. D'ailleurs, quand toi tu y étais, Ouais, ça s'appelait encore comme ça, je pense. ouais. Donc, ben, c'est là que tu vois que c'était un truc qui était fait. En fait, bon, et alors, j'ai commencé à raconter du coup. C'était pendant le Covid, les salles étaient fermées. La mienne était fermée. J'avais une salle de CrossFit à La Réunion, donc je voulais euh, basculer sur quelque chose pour passer le temps. J'avais déjà dans un coin de la tête l'idée d'ouvrir une salle en Australie parce que la personne qui était déjà en Australie qui m'avait déjà proposé le projet. Donc je savais que ça allait prendre du temps parce qu'il fallait que je vende ma salle à La Réunion, etc. Et je me suis dit, entre deux salles, peut-être que comme j'aime pas ne rien faire, je vais probablement essayer de faire quelque chose. Et la nutrition est quelque chose qui m'intéressait déjà depuis très longtemps. Euh, c'est forcément indissociable du sport et de l'activité physique. Moi, je m'y suis encore plus intéressé quand je suis devenu vegan il y a 12 ans. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de passer un diplôme, voir un peu où j'en suis, voir un peu ce que je peux apprendre, tout ça. Et donc, j'ai fait ça l'année du Covid. C'était un DU qui était par correspondance. On avait la chance à La Réunion d'avoir une antenne. Et ensuite, du coup, j'ai commencé à vraiment me mettre dedans. Et c'est là que j'ai en fait vu que il y a beaucoup de choses qui sont semblables dans l'approche qui est faite avec l'entraînement et dans l'approche qui est faite avec la nutrition.
il y a des choses des fondements qui sont indiscutables. Euh, il y a une personnalisation qui est obligatoire. Ça veut dire que c'est comme dans le sport. Tu prends deux personnes, ils font exactement le même entraînement, même si leur visu est exactement le même, pour avoir les mêmes résultats, et ben c'est exactement la même chose pour la nutrition. C'est un sujet qui est très complet, qui est quasiment infini en termes de connaissances. Ça veut dire que tu apprends tout le temps, exactement comme dans l'entraînement. Et c'est pour ça en fait que c'est quelque chose qui m'a vraiment vraiment beaucoup intéressé. Et, euh, et donc après le DU, j'ai commencé de plus en plus à le faire. Au début, en fait, bon, un peu le syndrome de l'imposteur. Tu sais, je viens Mm. uniquement du sport, donc tu te dis, écoute, je ne sais pas si je suis capable de faire ça. Donc j'ai fait beaucoup de tests sur des athlètes qui étaient dans ma box à l'époque, des tests qui ont très bien fonctionné. J'ai commencé ensuite à embellir un peu une méthode pour la personnaliser et faire la mienne. Je partais du constat que dans tous les courants de pensée qu'il y avait au niveau de la nutrition, il y a des choses pour moi qui étaient bien et des choses qui étaient moins bien. Donc je me suis dit, et si je prenais un peu tout ce en quoi je croyais dans chacune des méthodes et que je mettais tout ça ensemble pour essayer de faire la mienne. Et c'est comme ça ensuite que j'ai créé cette méthode. La team Glu parce que j'en avais vraiment marre de voir toutes ces diètes où il fallait supprimer les glucides en disant les glucides c'est pas bon, etc. Euh, Même des fois à des niveaux de formation professionnelle, des trucs qui étaient très sérieux et qui disaient attention, faire attention aux féculents, faut faire attention aux Mm. fruits, le fructose c'est pas bon, etc. C'était plein de confusions qui étaient faites, ça me rendait fou et c'est pour ça qu'en fait, pour aller complètement à contre-courant de ce type de pensée, j'ai mis le nom Glu dessus parce que pour Mhm. moi les, 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 les glucides sont excessivement importants, surtout quand on fait du sport. Il suffit juste de savoir les choisir et savoir les utiliser, tout simplement. Et puis ensuite, Glu c'était pas super pro, donc quand ça a commencé à prendre un peu d'ampleur, je me suis dit bon, il faudrait quand même que je trouve un nom un peu moins la foire, quoi, tu vois, un peu moins le truc entre potes. Et donc carbs, bah, c'était la traduction classique en fait de glucides, Ouais. carbohydrates en anglais. Et donc je me suis dit bah c'est cool, ça sonne bien, donc allons-y pour ça. Et donc c'est devenu la team carbs, et là le nom ne changera plus, ça restera comme ça. Ok. Oui, parce que c'est vrai que bon, Team Card, t'es plus. Enfin, je pense que ça permet aussi de comprendre pour davantage de personnes. Enfin, c'est plus lisible pour plein de gens. Ce Glu bon, c'est quand t'es français, oui, tu comprends et à ne pas confondre avec la Team Glu, n'est-ce pas? C'est ça. Euh, Non, mais en plus, le pire, c'est qu'il y avait ces jeux de mots qui étaient faits, y compris par mon entourage, parce qu'on se marrait avec ça, parce que bon, des fois, on faisait des apéros avec des potes, etc. Et on passait de la team Glu à la team Glu. Enfin, les Réunionnais qui sont concernés vont se reconnaître tout de suite. Et c'est vrai que bon, tu dis, ah, les jeux de mots quand même doucement, parce que après, je vais prendre cher sur les réseaux, etc. Il faut essayer de trouver quelque chose d'un peu plus pro, ouais. Et, euh, et l'idée de ce truc, c'est vraiment pas de dire, c'est full carbs et tu vas prendre 80 ou 90% de tes apports en ouais. glucides, quoi. C'est vraiment bon, il y a personne qui fait la confusion, mais c'est vraiment pas ça. Le but, c'est vraiment de se dire, non seulement on va en consommer, mais en Oui. plus, on va savoir les dissocier, on va savoir dissocier ceux qui sont bons et ceux qui sont moins bons. On va savoir faire la différence entre ceux qui sont naturels et ceux qui sont fabriqués, industrialisés. Mais en plus, on va pouvoir les utiliser de manière intelligente par rapport à notre activité physique. Ça veut dire que forcément, dans les grandes lignes, dans une journée où tu n'as quasiment aucune activité physique, tu n'as pas besoin d'autant de carburant que dans une journée où tu as une séance. Et c'est Ouais. pareil même à l'échelle d'une journée. Si tu as une séance prévue en fin d'après-midi, tu n'auras pas exactement le même schéma d'apport en glucides que si tu as une séance le matin. Ouais. Garder la quantité principale des apports en glucides autour de l'entraînement est quelque chose qui est vraiment prouvé maintenant comme efficace, mais très important. C'est un des fondements de la méthode que moi je mets en place en tout cas. Et j'ai C'est ajouté à intéressant. ça en fait, ouais, dis-moi. C'est vrai que c'est intéressant de voir que déjà tous les glucides ne sont pas égaux. Enfin, de toute façon, tous les aliments ne sont pas égaux. Ça, c'est quelque chose que tu mets franchement en avant. Et même si enfin, c'est du, a priori du bon sens, même si maintenant on peut en douter. Enfin, compte tenu du discours qui est tenu, enfin, qu'on a un peu autour de nous. Mais c'est vrai que c'est intéressant de voir que clairement, faut trouver les bons glucides au bon moment. Ouais. Donc ça, c'est quelque chose qui, en fait, euh, était plutôt réservé aux sportifs élites.
le carb cycling, c'est comme ça qu'on appelle cette méthode, c'était quelque chose qui était réservé à l'élite, etc. Mais en fait, je voyais pas la raison pour laquelle c'était réservé à l'élite. C'est pas parce que c'est une approche qui est compliquée en soi dans la méthode que c'est fait pour les gens compliqués. Ça, c'est déjà une chose. Si c'est bon pour eux, c'est bon pour tout le monde, en fait. Et surtout, la deuxième chose, c'est que maintenant, en fait, on a clairement des gens qui ne sont pas des sportifs professionnels, mais qui s'entraînent 2 heures par jour. Et Hum, souvent avec de l'intensité, et 6 jours sur 7. Euh, Ça, c'est pour ceux qui font du sport comme le crossfit, quand ils font du renfort, etc. derrière. Les triathlètes qui veulent faire un Ironman, et je veux dire, le jour de l'Ironman, par exemple, il faut pas oublier que, en termes de puissance, etc., les élites seront devant, évidemment. Mais un sportif, un triathlète élite, va finir un Ironman en 8 heures, mais la plus grande majorité des gens qui sont comme nous, qui veulent s'y mettre, vont le finir en 13, 14, 15 heures. J'imagine la longueur de l'effort. C'est même pas le même type d'effort ça veut dire qu'ils seront beaucoup plus dans l'effort que les sportifs élites. Donc, pour pouvoir atteindre ce type d'effort, il faut s'entraîner avec un volume d'entraînement qui est vraiment très élevé. Et pour moi, de toute façon, ça ne distingue pas ceux qui font ça du côté amateur et ceux qui font ça du côté professionnel. Tu vois, et surtout là maintenant dans le CrossFit, de toute façon, avec toutes les compétitions qu'il y a, les saisons, etc. On a les Open, on a les quarts de finale maintenant, on a les demi-finales, on a plein de choses. Quand tu prends une saison classique de force athlétique ou d'haltérophilie, tu as des compétitions, tu en as plusieurs dans l'année, tu as des qualifications, tu as des finales, tu as maintenant des compétitions internationales comme championnat d'Europe, championnat du monde. On a beaucoup de choses qui sont mises en place et en fait, ça fait des saisons qui sont très longues et très intenses en termes d'entraînement. Et il faut donner aux sportifs le meilleur carburant et la planification de l'alimentation sera aussi importante que celle de l'entraînement. De toute façon, j'ai hum. toujours le réflexe de dire qu'un sportif qui va avoir un entraînement vraiment optimal, mais une alimentation moyenne, progressera moins vite qu'un sportif qui va avoir un plan d'entraînement qui sera moyen, mais une alimentation optimale. Ça, j'en suis persuadé. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut préciser que tu suis des personnes, mais tu suis uniquement des sportifs. Tu as fait le choix de suivre juste des Ouais. sportifs. Mhm. Ouais, déjà parce que moi je viens de ce milieu-là, ça veut dire que je sais que quand je travaille avec des gens qui font du sport, alors je te parle de tout niveau, hein, je suis vraiment tous les niveaux, mais je demande toujours que les gens qui me font la demande que je les suive en nutrition fassent une activité sportive régulière. Euh, parce que parce que je sais que je vais avoir des échanges. C'est le domaine dans lequel je me sens le mieux en fait. Et je sais que pour moi l'alimentation comme le sport c'est indissociable de la santé, c'est quelque chose qui va ensemble. Tu dois avoir les deux. Euh, Sinon c'est très difficile d'avoir une santé optimale. Et forcément je sais qu'avec ceux qui font du sport régulièrement, je sais que les gens sont beaucoup plus motivés, parfois font des sports de compétition, ça veut dire ont des échéances, etc. Et forcément, c'est très très intéressant de travailler avec ce type de personnes. Et encore une fois, c'est pareil pour les gens qui font juste un peu de sport, qui vont juste à la salle de CrossFit faire quelques watts, 2, 3, 4 par semaine, sans avoir un objectif de compétition, etc. Mais je sais que je suis beaucoup plus à l'aise pour travailler avec les sportifs et surtout de toute façon, le carb cycling, c'est aussi ça. C'est comment Ouais. essayer de schématiser l'apport en glucides dans les journées avec du sport par rapport aux journées sans sport et dans la journée même. Donc forcément, quelqu'un qui ne fait jamais, qui a aucune activité sportive, ça va vraiment pas être intéressant et de toute façon pas adapté. Oui, en effet. Et là, à l'heure actuelle, enfin, il y a t'as suivi combien de personnes euh, et ça fait, enfin, là, tu disais que ça fait à peu près depuis enfin, le mois de mai dernier, Ouais, enfin, ça fait un an. ouais. Euh, t'as combien de personnes qui font partie de la team Cars? Alors, en tout, j'ai commencé donc du coup, j'ai créé ce groupe-là en mai l'année dernière avec une dizaine de personnes à peu près. Et là maintenant, on est à plus de 750. Donc, euh, donc ça fait beaucoup de gens. Ouais, ouais, bien sûr. Alors, il y a toute la team. Ça veut dire il y a ceux que j'ai suivis et que je ne suis plus, mais qui continuent à être dans la team. Il y a des gens que je suis pendant 3 mois, qu'après je ne suis plus pendant 3 mois et je reviens les suivre 3 mois après, etc. Mais je veux dire, le groupe en tout cas compte 700, plus de 750 personnes. Donc, ouais, non, non, c'est une super réussite et je suis très content et d'autant plus content que
que je sais que c'est comme le coaching sportif en fait. On a énormément d'offres avec les réseaux sociaux. Mm. Tu peux voir des coachs en nutrition, des diététiciens, des nutritionnistes, etc. Et euh, les gens peuvent se perdre, ne pas savoir où aller, etc. Et moi, je sais que ce qui fait beaucoup la réussite maintenant, c'est le bouche à oreille. Et donc ça, c'est Mm. quelque chose qui est bien parce que je sais que moi, mon groupe, c'est construit avec le bouche à oreille. Beaucoup de gens, c'est au moins, je sais pas, allez, entre les deux tiers et les trois quarts viennent me voir parce qu'ils viennent de la part de quelqu'un que j'ai déjà suivi et qui a eu des bons résultats. Donc, ça, c'est forcément quelque chose de bien, de positif. Et moi, ça me rend super heureux, quoi. Quand les gens viennent me disent, je viens de la part d'un tel ou d'une telle, parce qu'il a été très content, parce qu'elle a été très contente. Je sais aussi qu'il y a des gens qui me disent, bon, ben, je vois ce que tu mets sur les réseaux et je suis plutôt d'accord avec ce que tu fais et ce que tu dis généralement, donc j'aimerais en savoir un peu plus. Mais c'est pas aussi gratifiant que quelqu'un qui me dit, je viens de la part d'un tel, quoi. Donc, Et le groupe s'est surtout forgé grâce à ça, donc c'est vraiment top. faut préciser en plus que tu es tout seul pour gérer ça. Ouais, c'est pour ça que je fais ça. C'est pour ça que je fais ça à plein temps parce que avec une salle là, quand tu gères une salle et que tu fais ça en même temps, c'est impossible. Et Euh, ouais, c'est des choses que j'ai en commentaire et enfin, dont je peux témoigner à titre personnel, c'est que même quand le suivi des 3 mois est fini, enfin, tu restes de toute façon hyper disponible. On a ouais, je l'impression que, suis jamais enfin, loin, hein, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Non, non, ça c'est clair. chez toi, c'est En le temps fait, tabou. Enfin. non, mais moi je sais, je sais que je sais pas. Quand les gens ont des questions, je réponds toujours. C'est pas parce que les 3 mois de suivi s'arrêtent. Bon, déjà les 3 mois, c'est la formule de base. Ça veut dire qu'il y a des gens qui veulent rester un peu plus longtemps après. La différence entre quand tu es dans les 3 mois et quand tu es pas dans les 3 mois, c'est que quand tu es dans les 3 mois, on peut avoir beaucoup d'adaptations par rapport à de nouveaux objectifs, par exemple, ou par rapport à si on n'est pas satisfait de l'évolution, etc. Essayer de voir est-ce qu'on peut continuer à bosser pour essayer de rendre ça un peu plus efficace. Mais quand les 3 mois sont terminés après, je veux dire, si toi, Clémence, par exemple, ça date d'il y a déjà longtemps, ça date de l'année dernière, si tu as une question sur un truc, Ouais. bien sûr que je vais répondre. Je vais pas te ghoster et te mettre non, non dans les indésirables parce que tu n'es plus sur les 3 mois. Si tu as besoin d'aide, je veux dire, je suis content. Et c'est aussi pour ça que le groupe Facebook il est super important parce que ça Ouais. regroupe tout le monde et en fait on a créé une communauté. Et ça c'est quelque chose que forcément que j'ai appris à faire quand j'étais honneur de boxe et coach et j'ai vu la puissance de cette chose-là et ça c'est incroyable parce que il y a des gens qui ont vraiment besoin de ça, besoin de se sentir entourés, plus encore que dans le sport j'ai l'impression. Ouais. La nutrition, c'est quelque chose qui est très compliqué et qui peut toucher et faire du mal à beaucoup de gens. Et quand ces gens-là sont un peu fragilisés, etc., et viennent ensuite dans un groupe où tout le monde est bienveillant, etc., parce que ça j'y tient, ça veut dire que le jour où quelqu'un dans le groupe sera pas bienveillant, ben, ça heurtera. Et, euh, et, euh, quand ils voient un groupe de gens bienveillants autour, qui peut l'aider dans les difficultés, dans les moments où ça va mieux, etc., c'est forcément quelque chose de plus. Et ça, c'est vraiment ce qui fait la différence. Tout ce groupe qu'on a ensemble et les entraides qu'on peut y trouver. C'est vrai qu'il y a un vrai soutien et de ta part et des autres membres. Même, enfin voilà, il y a des gens que moi je connais et d'autres que je connais absolument pas. Et il y a une vraie bienveillance et tout le monde se serre les coudes. Et même quand il y a des moments où c'est un peu plus dur, bon bah il y a toujours des messages positifs et ça c'est génial. Ça permet Ouais, bien de sûr. continuer à avancer. Ce qu'il faut surtout comprendre, c'est que des moments où c'est un peu plus dur, la fragilité qu'on peut avoir par rapport à l'alimentation, par rapport à l'image qu'on a de nous-mêmes, par rapport aux expériences qu'on a eues aussi antérieurement dans notre vie et par rapport à tout l'environnement qu'on peut avoir, ça veut dire le regard des autres, la pression sociale, surtout quand on est une nana, ça c'est sûr et certain. Je crois que c'est 85% des gens qui ont des TCA sont des filles, donc c'est pas un hasard. Je veux dire, il y a une pression qui est incroyable et c'est vraiment plus encore que dans le sport, ça veut dire qu'il y a des gens dans le domaine de la diététique qui sont dans le domaine de l'alimentation qui sont en détresse, en vraie détresse. Mm. Ces gens-là, il faut essayer de les comprendre. Je veux dire, c'est pas quand j'étais coach par exemple, quelqu'un arrivait en retard, etc. Coup de pied au cul, ça tournait la roue, ça faisait un gage, et puis voilà, c'est comme ça. Tu peux être dans une salle de sport un peu plus stricte, etc. Avec l'alimentation, tu peux pas te permettre de faire ça. Tu dois avoir de la Mm. bienveillance et tu dois, je sais pas si on peut appeler ça comme ça, une intelligence émotionnelle. Je dis pas que moi j'ai une intelligence incroyable, mais je veux dire, il faut absolument à chaque fois que
tu essaies de comprendre ce que la personne essaye d'exprimer et pourquoi elle essaye d'exprimer ça. Il faut que tu essayes de savoir ce qu'elle a vécu avant. C'est vraiment un domaine qui est ouais, incroyablement compliqué. Mm. Et quand les gens sont dans la difficulté et arrivent dans un groupe comme ça, qui est, comme tu disais, qui est bienveillant, et quand les gens se sentent écoutés et comprennent qu'en fait, que je vais aller au resto, je vais faire un anniversaire, je vais bouffer du gâteau, etc., ben, c'est pas grave en fait. On s'en cague. Heureusement que tu vas bouffer un gâteau si c'est ton anniversaire. T'as intérêt de bouffer du gâteau d'ailleurs. Je veux dire, c'est rien du tout. Tu vas au resto parce que tu as un autre anniversaire, tu as un mariage, etc. Il faut pas paniquer, c'est pas grave. Tu fais la fête, Oui, c'est la vie. C'est la vie. T'es pas non plus obligé de te mettre 3 litres de bière dans le gosier ou de bouffer 4 kilos de sucre. Tu profites, tu manges ce que tu as envie de manger, ce qui te fait du bien, tu calcules rien du tout, c'est tout, point. Et après, le lendemain, bah, tu te dis, ok, c'est cool, j'ai bien profité, je vais revenir à ce que je fais ouais. d'habitude, je vais recontrôler un peu, et en fait, c'est tout. Il n'y a rien d'autre qui se passe. Je veux dire, il n'y a aucun, et il y a aucun mal à faire ça, et c'est même, je dirais même, il y a du mal à ne jamais relâcher la soupape. Mm. Ça veut dire que, Oui, tu sais, quand on donne des plans alimentaires, il y a des chiffres, etc., de partout, mm. c'est pesé, tout ça. Donc, en fait, on a une précision qui est donnée. Et il y a beaucoup de personnes qui deviennent un peu prisonnières de ce genre de précision. Ça veut dire, de ce genre de méthode qui disent, non mais attends, si j'ai 1 gramme de glucides en trop, ça va pas aller. Il faut pas que j'ai ça. Si j'ai 1 gramme de lipides en trop ou en moins, ça va pas. Comment je fais? Il faut que je rattrape, etc. Je vais faire. Non, c'est pas grave. On donne des chiffres Ouais. parce que l'objectif, c'est de donner une idée globale de ce qu'il faut faire. Ouais, une Ce qui est direction. bon, voilà, une direction, ce qui est bon pour la santé, ce qui est bon éventuellement pour les performances et les objectifs, euh, sur une vision à long terme. Moi, je suis là pour aider les gens pendant 3 mois à les guider, à les remettre un peu sur le truc quand les gens commencent à dévier, à être un peu moins motivés ou à dire, putain, je comprends pas, j'ai 3 restos cette semaine, qu'est-ce que je peux faire, etc. Mm. Ou alors souvent, quand les gens ont des super bons résultats au tout début, après se disent, bah, c'est bon maintenant, c'est tranquille, Ouais. maintenant je peux relâcher, etc. Et retombent petit à petit dans quelques abus qu'ils ont pu avoir avant. Et moi, mon rôle, c'est de leur dire, écoute, oui, bien sûr, tu as super bien bossé au début, tu peux relâcher la soupape de temps en temps. Par contre, ne fais pas ce que tu faisais avant parce que tu vas revenir à l'état où tu étais avant et tu seras pas bien. Donc, je vais te Ouais. donner un peu des conseils, essaie de faire plutôt ça, essaie de faire plutôt ça, etc. Il faut pas se, le chemin, il est sur le long terme et le long terme ne peut pas être, je vais peser ma nourriture pendant toute ma vie. Ça peut pas être ça. Mm. Par contre, je vais peser ma nourriture pendant quelques semaines ou 2 ou 3 mois. Comme ça, j'entraîne mon œil et je sais exactement quand je regarde une assiette ce qu'il y a dedans. Je sais ce que sont les glucides, je sais ce que sont les lipides. Je sais que là, j'ai un peu abusé sur ce que je fais. Là, Ouais. par contre, il faudrait que je prenne plutôt ça. Bon, bah, j'ai eu une séance, donc plutôt, je vais me resservir une cuillère en plus de quinoa, etc. Enfin bref, des connaissances et des réflexes qui sont plutôt sains, plutôt de se dire, il faut absolument qu'au gramme près, j'ai mes glucides au gramme près, j'ai mes lipides, etc. Ça, c'est pas possible. Donc, moi, mon but aussi, c'est aussi de faire comprendre aux gens que c'est pas grave si ça ressort un peu du chemin. Euh, L'important, c'est que ça parte pas dans tous les sens. Et l'autre chose Ouais. importante, c'est pas parce que tu es sorti du chemin que tu vas tout foutre en l'air et Oui. que ça fait de Oui, toi c'est pas quelqu'un de le pas foutu bien pour foutu. et que voilà et que tu es une mauvaise personne parce que tu as pris une deuxième part de gâteau. C'est pas grave. Je veux dire, moi j'en prends 3 ou 4, donc c'est pas grave. Par contre, je sais qu'après, bon bah là j'ai un peu abusé sur le gâteau, je vais faire un peu attention juste après pour essayer de revenir dans le bon truc. Mais mais voilà, c'est vraiment la vision sur le long terme. Et le long terme, c'est tous les repas de fête qu'il peut y avoir, c'est les mariages, c'est les anniversaires, ça fait partie de la vie. Donc Ouais. l'objectif, c'est d'essayer de composer entre ça et une ligne directrice qui est plutôt saine. Et il ne peut pas y avoir de mauvaises surprises à la fin de ça, de toute façon. Et est-ce que il y a des gens potentiellement que tu peux refuser en disant bah non, je suis désolée, il y a d'abord il y a d'autres professionnels à voir avant, je pense Oui, bien sûr. notamment au cas justement du PCA. Ouais, bah, les TCA, de toute façon, ça fait partie des, euh, des gens qui ont besoin d'aide sur un domaine médical. Donc,
Moi, je prends pas les gens qui ont des TCA en leur disant je vais guérir tout ça, ça va être top, etc. C'est pas possible. C'est, ces personnes ont besoin d'aide et d'un suivi. Ça peut être en médical ou même en hospitalier. Euh, donc, effectivement, cela, par exemple, je veux pas travailler avec, je travaille pas non plus avec les gens qui font pas de sport, comme je te disais tout à Ouais, l'heure. Ça veut dire qu'il faut une activité physique. Peu importe le niveau, peu importe le sport, il faut une activité physique. Et puis, je travaille pas non plus. Je refuse des gens assez régulièrement en fait, quasiment quotidiennement, mais je refuse des gens qui veulent tout de suite. Ça me ouais, saoule. Ce qui me saoule, c'est, je comprends qu'on puisse avoir des dates butoirs. Je comprends qu'on puisse avoir un mariage au mois de juin et de se réveiller au mois de mai en disant je fais 5 kilos de trop pour ma robe, comment je vais faire? Bon, admettons, je juge pas. Par contre, moi, je fais pas de perte de 10 kilos en un mois ou des trucs comme ça. C'est pas possible. Les gens qui sont trop pressés, je ne veux pas. Je sais qu'il y a des gens de la profession qui rigolent quand je dis le meilleur moyen de, de, de prendre 20 kilos, c'est d'en avoir perdu 10 le mois d'avant. Parce qu'effectivement, il n'y a aucune étude qui dit que si tu perds 10 kilos en un mois, tu vas les reprendre le mois d'après. Non, parce que le phénomène, il n'est pas physiologique, le phénomène, il est là-dedans, en fait. Pour, mm, pour t'amener à perdre 10 kilos en un mois, tu vas devoir adopter un niveau de restriction qui est incroyable. Et c'est ouais, pas possible, en fait, que tu puisses garder ça sur le long terme. Ça n'existe pas. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu vas atteindre ton chiffre, après tu vas relâcher quelque chose, et là ton cerveau va se dire, ok, la restriction est terminée, c'est parti. Et là, alors là, les fringales, les fins, etc., tu vas tout reprendre ouais. parce que tu vas te lâcher, tu vas vouloir rattraper le temps d'épreuve que tu as eu et le temps de travail que tu as mis à perdre tes. C'est pour ça que je veux pas non plus travailler avec ceux qui veulent toi. Alors, c'est pas que je veux pas travailler avec eux, c'est que je discute. Oui, Ça veut dire qu'il y a des personnes qui me disent, écoute, est-ce que tu crois que c'est possible que j'atteigne ce but-là à telle date? Peut-être c'est possible. Euh, pour certaines personnes, par contre, je leur dis, mais ça va être difficile. C'est ambitieux comme objectif. On peut essayer, mais on va faire ça sans oublier qu'il faut le faire sainement. Ça veut dire mm, que jamais je mettrai quelqu'un en danger et en sous-nutrition pour atteindre un poids. Et en plus, le poids, c'est aussi pour ça que j'aime travailler avec les sportifs parce que forcément, il y a des sportifs qui pratiquent des disciplines avec des catégories de poids, donc comme de ouais, l'haltérophilie, la force athlétique ou les sports de combat. Mais ceux qui font plutôt du crossfit, etc., veulent s'exprimer, en fait, expriment la réussite de ce qu'ils font à travers ce qu'ils font à la salle. Ça veut dire qu'effectivement, le visu est important. Le visu, il est important pour tout le monde. Il n'y a aucun problème. Ça, je le conçois. Donc, les objectifs sont souvent esthétiques, souvent. d'accord. Mais pour ceux qui font des sports comme le crossfit, etc., ils veulent se sentir en forme dans leur quotidien, ils veulent se sentir en forme dans les trainings et avoir le meilleur carburant possible pour pouvoir progresser le plus vite possible à la salle, faire des compétitions ou alors battre le pote, enfin bref, peu importe. Mais, euh, mais ça, c'est cool. Et du coup, on peut avoir une approche beaucoup plus saine parce Ouais, que les marqueurs de réussite vont être ce que tu ressens. Ça va être autre chose que le chiffre sur la balance. ouais. Si tu veux atteindre un chiffre sur la balance parce que tu faisais le même poids quand tu avais 14 ans alors que maintenant tu en as 45, tant que tu vas pas atteindre ce chiffre, tu vas pas être contente. Et du coup, tu seras jamais contente en fait, sauf si tu mets ta santé en danger en te mettant en sous-nutrition. Tandis que si tu comprends que ça va être un peu plus compliqué, etc., que par contre, il faut essayer d'avoir une approche saine et que peut-être que le poids idéal, c'est celui que tu as là-dedans, c'est peut-être pas ton poids de forme, peut-être que si on travaille avec ça sur la durée, finalement, ça finit par être accepté et les gens disent, ah ouais, en fait, c'est que c'est là que je me sens bien. Et surtout, ils Mm, s'acceptent. Et ça, c'est super oui. important pour l'approche, surtout pour les filles, effectivement. Ça se base, oui, ça se base davantage sur un ressenti et sur ce que tu es capable de faire par rapport à simplement l'objectif de dire OK, je veux faire ce poids-là qui est peut-être simplement détaché d'une certaine réalité et un poids où tu vas pas nécessairement être bien lors de tes entraînements. Mhm. Mais il y a différents. En fait, pour moi, il y a trois types de poids. Il y a le poids de forme. Pour moi, le poids de forme, c'est le poids le plus bas auquel tu performes, tu te sens bien au quotidien tout le temps. Tu dors bien, tu es en forme tout le temps, tu es super en forme à la salle, etc. Ça, pour moi, c'est le poids de forme. Ensuite, tu as le poids de compétition. Le poids de compétition, c'est surtout pour ceux qui ont des sports à catégorie de poids. Ça ne veut pas dire que c'est le poids où tu es le plus en forme. Mais peut-être que tu as Mm. décidé d'être dans une catégorie plus légère parce que tes barres le permettent. Moi, je sais que j'ai suivi en force athlétique et en haltéro, et souvent, on a, on a pris la décision d'aller dans la catégorie en dessous,
quitte à perdre D'accord. un peu sur les barres, parce que on avait fait les calculs et ça permettait d'avoir une place sur un podium ou un titre. Donc, Ok. c'est pas le poids de forme, mais c'est le poids de compétition qu'on a choisi de faire. Euh, et ensuite, il y a le poids idéal. Et le poids idéal, c'est celui qu'on a là-dedans. Et souvent, c'est celui-là qui pose problème, Mm. parce que je te prenais l'exemple tout à l'heure alors c'était pas un exemple vécu, hein, mais je veux dire, c'est souvent le cas où on a 35, 40 ans. Je prends l'exemple d'une femme, donc 35, 40 ans, elle a eu 2 enfants, elle travaille, elle a eu, etc. Et elle veut faire le poids qu'elle faisait à 16 ans. Ça, c'est son poids idéal parce qu'il est là-dedans et parce qu'à 16 ans, elle devait probablement bien se sentir. Mm. Ben là, ça va être tout un travail de discussion et d'échange pour lui faire comprendre que il faut pas que tu sois trop dur avec toi. Tu es plus âgé maintenant, tu as eu des enfants, etc. On va faire ce qui est le mieux possible. Tu fais du sport, donc c'est top. On va essayer de te rendre le plus en forme possible. Et en fait, elle va comprendre que le chiffre est secondaire maintenant. Elle veut perdre du poids, elle va arriver à un poids qui va être un poids de forme, et ça, c'est ce qu'on va essayer de trouver, quoi. Et si la personne devient convaincue que son poids de forme est le poids idéal, dans ce cas-là, c'est top. Et comment ça se passe en fait quand tu prends en charge quelqu'un, une nouvelle personne est-ce que tu peux nous expliquer brièvement Sûr. Donc, la personne me contacte généralement soit par mail, soit sur les réseaux sociaux. Donc, je lui présente en fait ma méthode et je lui présente les contraintes que ça implique. Il y a des gens qui ont déjà l'habitude de peser, par exemple. Il y a des gens qui n'ont jamais fait ça. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire du batch cooking et de préparer leur repas. Il y a des gens qui ne l'ont jamais fait. Je préfère toujours le dire avant parce que parfois on peut tomber sur une personne qui a un emploi du temps ultra serré, qui a pas beaucoup de temps du tout, qui ne sait absolument pas quand et comment elle va s'entraîner, ou quelqu'un qui en a rien à faire et qui n'a pas envie de le faire tout simplement. Donc, une fois que les bases sont posées, ensuite, j'envoie un questionnaire. Donc, un questionnaire que la personne doit remplir et qui, en fait, me permettra de euh, créer une méthode liée à son profil personnalisé. Donc, ça contient des informations bateau, par exemple, la taille, le poids, l'âge, le sexe, bien évidemment, les objectifs, la pratique sportive. Donc, combien de fois tu vas t'entraîner, quel type d'entraînement. On a une échelle chiffrée en fait de 1 à 10 quant à l'intensité des entraînements, etc. Mais après, on attaque un peu d'autres domaines comme le terrain hormonal, les éventuels antécédents de santé. D'accord. Est-ce que la personne a connu des TCA? Est-ce qu'elle voit encore des choses s'exprimer par rapport à ça maintenant? Est-ce que, oui, dans quel état est son terrain hormonal, au niveau des menstruations, bien évidemment, et des cycles, euh, le terrain de stress aussi, également, le terrain Mhm. nerveux, est-ce qu'elle dort bien, son sommeil, la profession qu'elle fait, en termes de stress, qu'est-ce que ça implique, sur le sommeil, par exemple, évidemment, le nombre d'heures qu'elle dort, est-ce qu'elle a des coups de fatigue dans la journée, à quel moment, etc. Et puis à la fin, je demande toujours une journée type, journée normale D'accord. de nutrition et d'hydratation, pour voir un peu ce qu'elle fait. On parle de complémentation et de supplémentation aussi, évidemment, et d'éventuels traitements, si jamais elle en prend. Ça peut être du simple traitement pour les allergies à des choses un peu plus sérieuses. Euh, donc complémentation, supplémentation, etc. Et à partir de ça, je fonctionne un peu comme un entonnoir. Ça veut dire qu'on part avec des bases très globales sur les premières choses dont on a parlé. Et puis ensuite, on affine, j'affine le profil par rapport à toutes les autres informations que je peux avoir dans le questionnaire pour à la fin avoir quelque chose de personnalisé. En sachant que tu suis des gens qui sont véganes et des gens qui ne sont absolument pas véganes. Oui, oui, bien sûr. Ah bah, si je suivais que des véganes, je pense que j'aurais du mal à joindre les deux bouts à la fin, à la fin du mois. On va dire que 98% des gens que je suis ne sont pas véganes. Euh, J'en ai quelques-uns quand même. Alors, ce qui est cool, c'est que moi, je le suis depuis 12 ans, donc je sais exactement ce qu'il faut comme par exemple, pour trouver les sources de protéines, etc. Donc ça, il n'y a pas de souci. Mais effectivement, la plupart ne sont pas véganes. Oui, parce que je regardais les vidéos précédentes que tu avais faites, parce que j'ai fait mes devoirs, où tu disais que quand tu avais commencé à être végane, qu'en gros tu te nourrissais uniquement de brocoli et que tu avais Ouais, perdu je sais pas combien de kilos. Et ouais. justement, ça avait été Bah, une sacrée école pour toi. Bah ouais, parce qu'en fait, bah c'est d'ailleurs à ce moment-là que j'ai commencé à vraiment m'intéresser à la nutrition. C'est parce que j'ai été obligé de le faire. Je suis devenu vegan pour des raisons éthiques, parce que j'avais vu un documentaire en fait, et donc ça a été
grosse gifle que je me suis pris. Et du coup, j'ai décidé de le devenir. Alors, j'ai décidé de mettre en place les étapes pour le devenir. Oui. On va dire que ça a duré à peu près un an. En enlevant petit à petit toutes les choses qui me gênaient. Donc, j'ai commencé par la viande, ensuite le poisson, ensuite les produits laitiers. Non, j'ai commencé par les produits laitiers, pardon, avec le fromage. Le fromage, c'est ce qui a duré le plus longtemps. Une fois que Mm. j'avais retiré le fromage, j'ai retiré la viande, ensuite le poisson, ensuite les œufs, le miel, j'en mangeais quasiment jamais, donc ça n'a pas été très difficile. Mais c'est surtout que j'avais aucune connaissance et, euh, et aucune méthodologie. Et ouais, en un mois, j'ai dû perdre quasi 7 kilos, je pense. Et, euh, et les gens me disaient à la salle, non, alors moi je me voyais, je me regardais pas trop, donc je Mm. me voyais sécher, je voyais mes abdos, j'étais content, mais en fait je perdais de partout. Et là, quand les gens se sont dit, non mais attends, t'es cadavérique là, c'est normal, j'étais tout blanc et tout, je dis, oh, c'est bizarre quand même qu'on me dise ça. Donc au début, je dis, ouais, mais c'est parce qu'ils sont jaloux, c'est des mecs en surpoids, ils me disent ça. Mais en fait, non, 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 il y avait vraiment un problème. Donc quand j'ai commencé vraiment à me dire, ah non, non, mais là c'est pas bon, je suis monté sur la balance, j'ai vu tout le poids que j'avais perdu. Et en fait, c'est normal quand tu remplaces des concentrés caloriques comme le fromage ou la viande par des bananes et de la laitue, tu t'es en sous-nutrition et en fait, du coup, j'ai commencé à dire, ah non, non, là, il faut que je prenne les choses en main et que je regarde un peu. Donc, j'ai commencé à m'intéresser aux macros, aux calories, etc. Commencer à regarder ce que m'apportaient certains aliments, comme les fruits, des choses que je voulais encore manger. Je me suis Mhm. beaucoup intéressé au soja parce que c'est très, très controversé. Et, euh, et j'ai commencé à mettre en place des choses qui marchaient. Et puis, bon, j'ai bien évidemment récupéré tout le poids que j'avais. Et puis, surtout, après, j'ai compris comment il fallait faire. Alors, à l'époque, c'était un peu plus difficile que maintenant. Ça veut dire que, enfin, difficile. C'est différent. On n'avait pas beaucoup de choix. Ça veut dire Oui. il y a 12 ans, quand je suis devenu vegan, il y avait du tofu dans les magasins asiatiques, mais il y avait pas, il y avait les seules fausses viandes qui circulaient étaient des petits palais, la Bjorg, dégueulasse. On aurait dû du plastique, là, c'était pas possible. Et, euh, et ensuite, là, maintenant, c'est beaucoup plus facile parce qu'il y a beaucoup de choix. Par contre, ce qui est Ouais. un peu plus difficile maintenant, c'est qu'il y a beaucoup de merde aussi qui circule, et ça, c'est un peu plus compliqué. Il faut faire attention, notamment sur les fausses viandes, les simili-carnés, etc. Où là, ouais, il y a beaucoup de merde, quoi. Beaucoup de choses chimiques, Ouais, etc., qui sont pas forcément bonnes pour la santé. j'allais t'en parler parce que moi, c'est un truc que, enfin, en suivant ton programme, j'ai essayé, enfin, j'essaye de réduire enfin, de pas manger que de la viande et du poisson. Et donc le tofu, notamment au piment d'Espelette, c'est super cool. Mais c'est vrai que quand tu regardes la composition de certains produits simili-carnés, Ouais, 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 c'est bah, c'est c'est pour ça qu'il fou, faut quoi. regarder. Ça, c'est aussi quelque chose que j'apprends à ceux qui suivent, c'est vraiment avoir l'esprit critique et toujours regarder un peu ce que vous mangez. Regardez Mm, les étiquettes. Alors, en France, c'est simple, hein, de toute façon, les ingrédients sont par ordre d'importance dans les aliments. Ça veut dire que mm, ce qui est en premier, c'est ce qu'il y a le plus. Ça veut dire que si vous voyez des choses avec plein de Z, de Y et de X dès le départ, c'est très mauvais signe, ça veut dire qu'il faut le mettre de côté. Et c'est vrai que les fabricants, en fait, ce qu'ils veulent, et c'est ce qui marche le mieux, c'est d'essayer de reproduire le goût et l'arôme de la mm, viande. C'est comme ça que faisait Beyond Meat, c'est comme ça que fait un Impossible Burger. Et du coup, euh, ils s'en foutent un peu de ce qu'il y a dedans. Ils s'en foutent mm, un peu mm. de l'aspect nutritionnel du truc. Si ça sent le steak haché par exemple, et que ça a le goût du steak haché, alors ça marchera. Effectivement, ça a marché Beyond Meat. Mais par contre, c'est vrai que quand tu regardais de quoi c'était composé, c'était ultra gras. Je pense que c'était pas loin de 20 grammes de lipides pour 100 grammes. Donc, il y avait quasiment pas de protéines. Et là, maintenant, ils se sont fait très critiquer. Donc là, maintenant, les compositions sont un peu meilleures, mais ça veut pas dire qu'elles sont bonnes, quoi. Ça veut dire que c'est mieux, de mieux en mieux. Mais c'est vrai que tu peux trouver des choses qu'il faut cuisiner. Par contre, que ce soit le tempeh, le seitan ou le tofu, il faut le trouver dans sa forme la plus brute et puis ensuite le cuisiner avec des épices, etc. derrière pour que ce soit mangeable. Ça, c'est un truc de toute manière que tu nous apprends dans la Team Carbs, c'est déjà quand il y a des étiquettes, regarder les étiquettes. Et puis simplement à acheter des produits où t'as pas d'étiquette, enfin des vrais bons Bah oui. produits, des fruits, des légumes. Ouais, ça c'est quelque chose Et- qui avait été mis en avant la première fois que j'ai entendu ça. Comme moi j'ai entendu en fait c'est quelque chose qui est naturel. Mais la première fois que j'avais vraiment entendu avec insistance, c'était quand j'avais passé mon level 1 de CrossFit, et c'était quand on parlait du paléo. C'était que ça c'était vraiment un des bons côtés.
C'était qu'il fallait essayer d'avoir des choses les plus brutes possibles. Alors effectivement, ça fait passer du temps dans la cuisine parce qu'il faut les cuisiner, mais, euh, mais c'est vrai que c'est super important d'avoir les choses les moins transformées possibles. Euh, Ouais. pour la santé, de toute façon, il y a pas. Si vous savez ce que c'est beaucoup plus facile de le manger. À partir du moment où il y a beaucoup d'ingrédients, vous ne savez pas ce que c'est, vous ne connaissez pas la composition, etc., il faut essayer d'éviter ou essayer d'avoir une autre alternative. Après, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire, bien évidemment. Mais, euh, mais ce qui est sûr, c'est que effectivement, manger brut, c'est quelque chose qui doit être pour tout le monde euh, un objectif, en tout cas, le plus brut possible. À 100% brut, je pense que c'est compliqué à faire, euh, Mm. mais en tout cas, il faut essayer de se diriger vers ça le plus possible. Et comment t'abordes le fait de justement maintenant on est dans une société où de manière assez, enfin je schématise grossièrement, où manger de la junk food c'est considéré comme cool, sortir boire de l'alcool c'est cool. Ah oui, Si tu essaies de manger des produits bruts à avoir tes 7 ou 8 heures de sommeil, t'es considéré comme quelqu'un de chiant. ouais, Euh, ouais, ouais. Est-ce que c'est Ben, quelque chose dont tu discutes j'en ai même fait un post il n'y a pas longtemps, mais ça, c'est un truc qui est incroyable, dont j'adore discuter. Pourquoi? Parce que, en fait, ça concerne surtout ceux qui essayent de faire attention. Hmm. Filles comme gars. Euh, Ça veut dire que c'est bien parce que c'est une sorte de pression sociale que même les mecs ont maintenant. Et tant mieux, parce que les pressions sociales avant, sur le poids, l'apparence, etc., c'était surtout pour les nanas. Donc c'est bien qu'il y ait Hmm. ça maintenant. Parce que les mecs aussi, comme ça, subissent. Et effectivement, et ça c'est grâce à des choses comme le CrossFit, hein, parce que quand tu démarres une discipline qui a pour but de t'améliorer la santé, on ne parle pas que de sport, on parle de tout ce qu'il y a autour. Et donc forcément, tu essaies de faire un peu plus attention à ce que tu manges, tu essaies de faire un peu plus attention à comment tu dors, etc., etc. Et cetera. Et donc forcément, bah oui, tu peux pas faire 8 restos par semaine si ton objectif c'est d'améliorer la santé. Donc tu essaies de faire attention. Et c'est vrai que là maintenant, en fait, les, les gens qui ne sont pas encore dans cette mode-là, j'allais dire, parce que j'arrive pas à tomber dans cet objectif-là en tout cas, Ouais. euh, peuvent se moquer, mais c'est normal en fait, c'est parce que eux ne sont pas capables de faire ça. Soit ils n'en voient pas l'intérêt, soit ils n'ont pas compris, soit ils n'ont pas envie de le faire, parce qu'ils se disent non, non, c'est pas pour moi ce genre de choses, donc je le fais pas, soit ils ne sont pas capables de le faire, parce qu'ils se disent ah j'ai essayé mais j'y arrive pas. Et donc bah forcément qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont essayer de prendre le plus de gens avec eux pour se rassurer. Et c'est pour ça que moi je sais que j'ai suivi Marianne, qui est une powerlifter, qui faisait sa première saison de force athlétique, qui a fini sur un podium en élite, mais pas, qui a passé son nouvel an avec ses parquettes, en fait, avec ses tubes. T'imagines, parce qu'elle avait un énorme objectif et qu'il fallait garder une discipline. Pas parce que si elle avait mangé ce qu'elle voulait à Nouvel An, elle aurait raté sa médaille au France Élite, mais parce qu'il fallait qu'elle reste dans cette discipline. Parce qu'à partir Hmm. du moment où tu fais une chose à côté et tu te dévies, tu dis, bon, c'est pas grave, ben peut-être que la semaine d'après, tu vas faire la même chose, tu dis, bah, c'est pas grave, ben, ça non plus, c'est pas grave, ben, ça non plus, c'est pas grave, etc. Donc, du coup, c'est pas forcément ce que tu manges là sur le moment qui est important, c'est le mood dans lequel tu es et voir si tu peux rester dans cette discipline pour aller jusqu'à ton objectif. Et les gens à côté, il y a des gens qui comprennent très bien. Si tu leur expliques, Hmm. écoute, Clémence, on va bouffer ensemble. Par contre, je vais ramener mon truc. Mais l'important, c'est pas qu'on bouffe la même chose. L'important, c'est qu'on passe un moment ensemble. C'est C'est ça pour qui est toi important. ensemble. La plupart des gens qui sont tes amis vont comprendre ça. Il n'y a pas de Oui. problème. Mais si les gens te chambrent derrière, ben, c'est qu'à un moment donné, soit tu leur réexpliques, et après, s'ils ont toujours pas compris, ben, tu gueules. Et s'ils ont toujours pas compris, ben, dans ce cas-là, c'est tout. Tu essaies de les voir un peu moins, parce qu'il faut pas que ce soit les gens autour de toi qui décident de ce que tu dois faire ou de ce que tu dois pas faire. Toi, si tu as décidé de faire ce genre de choses, c'est pour ton bien, c'est pour ta santé, c'est pour Hmm. ton bien-être. Si les gens sont pas capables d'accepter les choses que tu fais pour ton propre bien-être, c'est qu'ils ne le veulent pas, ton bien-être, en fait. Si eux ne veulent pas le leur de bien-être, ils font ce qu'ils veulent, tant pis. On s'en cague aussi, hein. Oui. S'ils ont envie de boire, de manger, etc., c'est de la merde, etc. C'est pas grave, ils le font. Mais nous, on leur dit pas, donc eux eux ne doivent rien dire non plus sur nous. Et, et c'est vrai que tout le temps, quand je suis les gens même, et ma vie sociale, etc. Ou alors dès le départ, par exemple, si je commence un suivi avec quelqu'un, ouais, mais c'est vrai qu'on a le droit on a le droit à un repas joker par semaine. On n'a même pas encore commencé que ça parle déjà de repas joker. Alors moi, je juge pas, j'explique, je dis, mais t'inquiète pas, un resto de temps en temps, tu as le droit, mais
T'es pas obligé de le faire tous les samedis soirs. Si un samedi soir, t'as pas envie de manger n'importe quoi, bah mange pas n'importe quoi. Si un mardi midi, tu as envie de manger un burger, mange un burger le mardi midi. C'est pas grave. Il y a pas de, il faut éviter de sacraliser ça parce que sinon, en fait, on s'en sort pas. On a- il faut surtout pas être dans l'esprit que bien manger, c'est se punir. C'est ça, ouais. C'est On l'inverse. fait pas, Voilà. c'est pas un régime, c'est un Non, changement c'est de façon de l'inverse. penser. Voilà. Ce que nous, on appelle bien manger, manger des fruits, des légumes, des choses, des aliments bruts, etc., c'est pas bien manger, c'est manger normalement. C'est juste qu'on le comprend pas. Donc, il faut qu'on arrive à manger normalement et de temps en temps, relâcher la soupape. Ça veut dire prendre des trucs qui sont un peu trop gras, un peu trop sucrés, etc., parce que c'est bon au niveau gustatif, parce qu'on passe un moment avec des gens, parce qu'on a envie de boire un coup ou deux, ben, c'est pas grave. C'est normal. Mais à partir du moment où on a compris que manger des choses bonnes, c'est quelque chose de bien pour nous, et c'est pas une punition, bah, du coup, il n'y a pas de cheat meal, en fait, il y a plus vraiment de nom qui va à ce genre de repas. Oui. C'est juste un repas, on se fait plaisir. C'est pas un truc, ah, j'ai un joker, j'ai le droit de faire ça. Ah putain, je me suis puni pendant une semaine, j'ai le droit maintenant de pas compter mes trucs, prendre des pancakes, etc. Et c'est pas un bon truc parce que je, enfin, je veux dire, ce que je vois, moi, dans les stories Instagram, etc., à longueur de temps, c'est des pancakes, des montagnes de pancakes qui sont comme ça, c'est 3 burgers dans un plat, c'est dans l'excès tout le temps. C'est parce que justement, on s'est complètement convaincu que manger des fruits, des légumes, etc., c'était quelque chose où il fallait faire un effort, que derrière, on a envie d'avoir une récompense comme ça, et la plus grosse récompense possible. Plus grosse est la récompense, ça veut dire plus gros est le problème. Et plus problématique est notre approche de la nourriture. Oui, c'est vrai que manger des fruits, des légumes, enfin, de manière finalement saine, bah, c'est pas une punition. Enfin, Ben, en fait, c'est normal. c'est C'est juste ça. que, c'est juste que il peut y avoir des périodes dans la vie où, je sais pas, étais en difficulté en termes de temps, d'organisation, en termes émotionnels, et tu as eu besoin d'avoir cette nourriture qui est, euh, je sais pas si on peut donner un nom, cette nourriture de relâche qui en fait te fait du bien sur le moment parce que le goût est bon, donc c'est un plaisir, donc c'est un moyen de retrouver un plaisir, mais qui ne dure pas en fait, parce que Hum. directement derrière, ensuite, tu te sens pas bien. Et parfois, on a des périodes où on enchaîne ce type de repas, etc. Et c'est généralement comme ça qu'on prend beaucoup de poids, tout ça. Et en fait, ça va Ouais, beaucoup plus vite qu'on ne le pense. Ça veut dire qu'un matin, on se réveille et en fait, ça fait un an qu'on bouffe de la merde et on a pris 25 kilos. Et c'est ça. c'est comme ça. Mais je veux dire, tout le monde passe par des périodes plus ou moins difficiles. Il n'y a personne qui garde ses 12% de matière grasse, de body fat à longueur d'année, etc. Même les influenceurs sur Insta, tout ça, sauf s'ils se chargent. Mais on a tous des périodes comme ça, c'est pas grave. L'important, c'est de se dire, ok, ça, c'était une période qui n'était pas normale. Maintenant, je vais manger Ouais. normalement. Je vais manger des fruits, des légumes, etc. Des choses dont mon corps a besoin, en fait. Même pas des choses qui sont bonnes, c'est des choses dont mon corps a besoin. Donc, c'est des choses normales pour le corps. Et ce qui est assez fou, en fait, c'est que quand tu manges des piles de pancakes et de la pizza et des trucs comme ça, bah, souvent tu te sens, enfin, c'est un cercle vicieux parce que tu te sens mal derrière. Et vu que tu te sens mal, tu as envie de remanger ce type de truc en te Ah disant, ouais, bon, bah, mais oui, mais ça, c'est le ça va truc me faire du c'est le foutu bien. pour foutu, en fait. Ouais, c'est le Ouais. foutu pour foutu. Il y en a plein. Il y en a plein qui sont là-dedans. Et encore une fois, c'est surtout des filles, en fait. C'est malheureusement, les filles, elles ont tellement de pression que c'est encore plus Ouais. difficile pour elles. Et le foutu pour foutu, c'est vraiment quelque chose que j'essaie de combattre et j'essaie d'apprendre ça aussi aux gens. À partir du moment où tu fais un petit écart, il faut revenir à la stabilité. Il faut redonner à ton corps le signal que effectivement c'était un écart. Il n'y a pas de compensation à faire, il n'y a pas de sous-nutrition à faire le lendemain, on ne rattrape Mm. pas le lendemain un repas qu'on a fait la veille au soir en se mettant en sous-nutrition, etc. parce que c'est pire. C'est pire que tout. Ouais. C'est pire pour le corps et c'est pire surtout pour là-dedans. Ça veut dire qu'en fait, tu as fait quelque chose de mal pour toi et du coup, tu t'es dit, bah, comme j'ai fait quelque chose de mal, maintenant, je vais rattraper en mettant mon corps en sous-nutrition, en lui donnant rien du tout, en le punissant. Et en fait, c'est encore pire. Tu as deux punitions du coup, qui vont à la suite de l'autre et tu t'en sors jamais. Ce qu'il Mm. faut, c'est donner de la stabilité. Avoir quelque chose, un plan que tu es capable de tenir sur le long terme. Des aliments que tu aimes bien, que tu as pris plaisir soit à cuisiner ou à consommer, et te dire, OK, dès que je fais quelque chose qui est un peu trop gras, un peu trop sucré, etc.,
le meilleur moyen de me remettre sur le chemin, c'est de reprendre la stabilité, donc ce que je donne normalement. Il n'y a pas de, je vais pas arrêter de manger à midi parce que j'ai un resto le soir. Je mange normalement. Si j'ai une collation prévue, parce qu'en plus je me suis entraîné l'après-midi, je vais prendre ma collation et le soir j'irai au resto me faire plaisir. Parce qu'en plus, se mettre, arrêter de manger avant le resto, c'est encore pire parce que tu crèves la dalle quand tu vas au resto. Donc c'est encore pire en fait. Oui, Euh, oui donc après, tu te venges. il faut faire ça. Ouais, il faut faire ça tout Tu... à fait normalement. Et dès que tu as fait ton repas de relâche, eh ben c'est cool, tu reviens à la normalité et puis voilà. Et à l'inverse, en plus, ce qui est vraiment cool, c'est que quand tu manges, quand tu arrives à reprendre, enfin, à manger sainement, euh, bah, enfin, sainement normalement, tu te sens super bien. Ouais, bien sûr. C'est, Et c'est vrai que, et d'un autre côté, quand tu manges sainement la plupart du temps, le jour où tu vas faire un repas de relâche, que tu vas te dire, bon, bah, je vais me prendre une pizza par exemple, ouais, toi qui avais l'habitude de manger une pizza complète avant, comme ton corps il a pris l'habitude de bien manger, tu vas prendre la moitié de la pizza ou le quart et en fait tu vas être pleine. Et ça c'est top, oui, parce que ça c'est l'état normal. C'est pas normal de bouffer une pizza qui fait 800 cm d'envergure là, c'est pas normal de pouvoir manger ça. Alors que, sauf si tu pèses 140 kilos, je veux dire, mais je veux dire, si tu as une corpulence moyenne et un appétit normal, c'est pas normal de pouvoir engloutir une pizza toute seule. Par contre, quand tu commences à vraiment faire attention à ce que tu manges, le jour où tu fais quelque chose comme ça, ben, effectivement, après la moitié de la pizza, tu dis c'est bon, j'en ai assez, en fait. Sinon, tu oui, deviens malade. Et en fait, tu te dis, ah, oui, ça y est, c'est cool, mais c'est cool, ça, c'est des bons repères, parce que ce sont des bons repères, parce que tu te dis, ah, ça y est, mon corps, en fait, ça y est, il a pris le pli. Il est devenu oui, oui. normal, on mange bien, et dès que je prends de la junk food ou des trucs comme ça, trop gras ou trop sucré, bah, il va pas en prendre beaucoup, il va pas en supporter beaucoup, donc c'est top. Non, J'aime il bien aime que ça pas te ça. consigne. Ouais. Et un dernier point sur lequel je voulais revenir aussi, c'était, on parle beaucoup des réseaux sociaux, etc., et des influenceurs, et on se retrouve là finalement dans une tendance où tu as des offres et des infos qui abondent, notamment sur les réseaux sociaux, aussi bien en termes de prog pour le CrossFit Ouais. que pour le suivi nutrition. Comment est-ce que tu fais pour choisir la bonne personne qui peut t'aider dans ton suivi, dans ton alimentation? Sur quels critères, selon toi, on doit se baser? Ben, tu peux te baser sur le contenu que la personne met sur les réseaux sociaux. Mais, euh, mais le problème, c'est que tu sais pas en fait si ce que la personne met sur les réseaux sociaux, c'est ce qu'elle pense, etc. Mm, Donc, la vitrine, il faut pas trop que tu la regardes. Par contre, ce que tu peux faire, c'est essayer de voir les avis des gens. C'est pour ça que moi je mets tout le temps des témoignages que je reçois qui me font super plaisir, des gens qui ont suivi ou qui suivent encore, et en fait, tu vois toute la satisfaction des personnes. Ça, c'est pas quelque chose que tu peux inventer. Et forcément, je parlais tout à l'heure du bouche à oreille, c'est pour moi le meilleur des marqueurs. Ça veut dire que il faut faire attention à ce qu'on entend et à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Il faut faire attention. Je ne vais pas parler de ce qui s'est passé récemment, par exemple, sur les réseaux à propos de la nutrition, mm, mais il faut faire attention. Tout doit être contextualisé. Tu peux pas sortir un truc comme ça et dire, regarde, t'as vu, il y a que ça de glucides, etc. Ben oui, mais peut-être que c'était peut-être à un moment particulier, peut-être que cette personne, tu sais pas si elle pèse 50 ou si elle pèse 100 kilos, tu sais pas si elle fait du crossfit ou si elle fait rien du tout. Il faut faire attention à tout ce qu'on voit. Et vraiment, il faut essayer de plutôt demander autour de soi des gens qui ont suivi quelqu'un, voir comment ça mm, s'est passé, quelles étaient les contraintes, quelles étaient un peu l'approche. Il y a des gens qui ont besoin d'un coup de pied au cul. Mais ce que j'ai appris avec la nutrition, c'est qu'il y a beaucoup plus de gens qui sont en réelle détresse mm. et qui ont besoin surtout d'aide, d'échanger et d'avoir une oreille et d'avoir forcément un avis professionnel, mais surtout d'être tranquillisés et, et ils ont besoin d'aide, tout simplement. Donc, il faut savoir si la personne est plutôt directive, savoir si elle écoute, savoir si elle fait beaucoup d'échanges,
Si elle veut pas entendre parler de tes problèmes, etc., et qu'elle te donne juste un truc, il y a des gens qui marchent à ça, hein. Il y a des gens avec qui tu peux fonctionner, hein. Il y a aucun problème. Il faut juste, à mon avis, c'est le meilleur. Il faut pas forcément aller voir sur Internet directement. Il faut surtout demander à des gens qui ont suivi quelqu'un, et ces gens-là vont pas te mentir. Si ça s'est bien Oui, passé, ils vont t'expliquer pourquoi. Si ça s'est mal passé, ils vont t'expliquer pourquoi. Ça, il n'y a pas de problème. Donc, c'est à mon avis plus par là qu'il faut essayer de faire la prospection, plus que directement sur les réseaux sociaux, parce que ça reste quand même une vitrine. oui, Pour moi, les réseaux sociaux, alors je crache pas dans la soupe, c'est devenu un outil de communication incroyable. Il n'y a aucun problème là-dessus. C'est par les réseaux sociaux que moi, je fais connaître mes idées, ma façon de penser, etc. Par contre, pour moi, ça reste le mélange entre le PMU du coin et la cour de récréation. Ça veut dire que tu prends les deux, tu les mélanges et ça fait Instagram et Facebook. Donc, avec toutes les dérives que ça peut entraîner. Euh, Ça, c'est quelque chose qui me rend hors de moi, mais je peux pas faire sans. Si je pouvais faire ma communication autrement que par Insta et oui, Facebook, je le ferais autrement. Mais en fait, c'est plus possible maintenant. Je suis obligé de me ouais. servir de ça. Donc, c'est comme ça. Moi, j'ai l'impression que, comme au PMU, en fait, hein, du point, tout le monde donne son avis sur tout. Et d'un autre côté, comme dans la cour de récréation, les gens adorent quand les gens se foutent sur la gueule. Quand deux gosses se foutent sur la gueule, t'as un rond autour de 15, 20 personnes, là maintenant ça filme, etc. Voilà, c'est exactement ça. Ça veut dire que t'as le mélange entre les deux. Donc, il faut faire attention aux réseaux sociaux, essayer plutôt de basculer sur un bouche à oreille et d'essayer de consulter des gens euh, qui ont suivi. Et puis voilà, quoi, c'est tout. Et puis s'il faut parler, moi je fonctionne beaucoup avec les mails parce que j'adore tout ce Oui. qui est écrit, les conversations, etc. C'est-à-dire que je garde tout, absolument tout. Quand on est à l'oral, ça se perd. C'est pour ça que, mais par contre, souvent il y a des personnes qui ont besoin d'un coup de téléphone, d'un call, etc. Donc on s'appelle et on échange. Et il ne faut pas hésiter à essayer de parler avec la personne, voir si effectivement on peut être sur le même terrain d'entente, voir si on a les mêmes idées, etc. Moi, il y a des gens qui sont, par exemple, euh, super amateurs du jeûne intermittent. Ça veut dire commence D'accord. à manger à la mi-journée. C'est pas quelque chose qui va avec ma méthode. C'est comme ça. Moi je crois au lissage en fait de l'apport calorique sur la journée, surtout quand on fait du sport. Ben, c'est pas grave. Si on a discuté, etc. Moi, ça veut pas dire que ceux qui font du jeûne intermittent sont des mauvaises personnes ou font de la merde, etc. Si ils y retrouvent un truc qui les satisfait, c'est parfait. Mais c'est juste incompatible avec la méthode. Et forcément, il y a des particularités. Comme ça, il faut en parler avant de se lancer. Oui. Si tu ressens un plan avec 6 repas par jour alors que tu fais du jeûne intermittent, ben non, ça va pas être possible en fait. Et ça Donc il y a ne forcément peut des pas échanges à fonctionner. faire. Non, non. Mais les premiers contacts doivent se faire, à mon avis. Il vaut mieux passer par le bouche à oreille plutôt que sur Insta directement. Hmm. Ça, c'est sûr. C'est sûr. Donc voilà. Ok. Bah écoute, Pas de souci. je sais pas s'il y a des. C'est tout, mais c'est déjà c'est très bien. Ben, ça Je a sais duré pas si. quasiment 1 heure en plus, donc c'est passé super vite. Ah ouais. Je sais pas s'il y a des trucs que toi tu veux rajouter. En Euh, tout cas, il y a eu plein de petits cœurs et plein de gens qui disaient qui te remerciaient. Et donc, oh, bah, moi bah aussi, j'en écoute, profite pour te remercier. eh ben, écoute, avec plaisir, Clémence. Écoute, c'est toujours un plaisir de discuter avec toi. Et donc, vraiment, les gens qui cherchent à optimiser leur alimentation et leur nutrition, essayez de savoir vraiment ce que vous voulez, essayez de chercher autour de vous pour trouver la personne qui vous fera optimiser tout ça et vous sentir vraiment mieux. Mais n'oubliez pas surtout que la première chose à mettre en avant, c'est la santé. Avant le chiffre sur la balance, avant quoi que ce soit d'autre, il faut être en pleine santé. Ça, c'est le plus important. Bah oui, bah de toute façon, oui, c'est vrai que enfin, c'est ce que tu disais. Tu fais le rapprochement avec le CrossFit. Le but, c'est pas nécessairement de faire des perfs de fou et d'avoir des chiffres de fou sur la balance ou sur ta barre. C'est de vivre ta vie et de pouvoir profiter et d'être en bonne santé. Ouais. C'est normal d'avoir des objectifs. C'est normal d'avoir des objectifs chiffrés parce que ce qui est cool quand on a un objectif chiffré, c'est que c'est voilà, il n'y a pas négociable. On a un Mm. chiffre, on l'atteint pas. Mais il faut vraiment savoir si ce chiffre est sain, s'il est réalisable et en combien de temps il peut être réalisable. Ça, c'est aussi quelque chose qui est important. Il ne faut pas être trop impatient. Sinon, on peut vite se mettre en danger. Voilà. Mais je te remercie beaucoup. Avec plaisir, Clémence. Et puis, eh ben, quand tu veux.
Ok? À bientôt. Et puis, bah, je te souhaite une bonne soirée. Merci, je vais aller regarder la Formule 1, là, je pense. Je crois que ça doit commencer bientôt. Ça va être cool. Bon, bah, profite bien. Et puis encore, merci beaucoup pour ton temps. Avec plaisir. Salut, au revoir, bonne soirée. Salut!